Le haras des Crinières d'Or, baigné par un soleil de fin d'après-midi, était le théâtre d'une scène de chaos grandissant. Au centre du paddock principal, Tempête, un pur sang d'une puissance redoutable, ruait et hennissait frénétiquement, sa crinière noire fouettant l'air comme un fouet. Un cavalier, projeté de sa selle avec une violence inouïe, gisait au sol, une main crispée sur sa cheville tordue, ses gémissements étouffés par la terreur ambiante. La poussière s'élevait en nuages épais à chaque impact des sabots furieux, créant un voile doré et menaçant qui enveloppait la bête ingérable. L'air vibrait d'une tension palpable, des murmures angoissés s'échangeant parmi les palefreniers et les cavaliers rassemblés, leurs visages marqués par la peur et la résignation devant cette fureur incontrôlable. L'éclat doré du soleil normand caressait les vastes pâturages verts qui s'étendaient à perte de vue autour du haras des Crinières d'Or, un domaine ancestral aux murs de pierre anciens et aux toits d'ardoise moussus. L'odeur réconfortante du foin fraîchement coupé et du cuir tanné, mélangé à la terre sèche du manège, imprégnait l'air, témoignage d'une tradition équestre séculaire et profondément enracinée dans la région. Pourtant, cette sérénité bucolique était brutalement brisée par le tumulte venant du paddock, où les cris stridents de Tempête résonnaient, perturbant la quiétude. Au loin, les échos joyeux d'une fête de village, avec sa musique entraînante et les rires cristallins des enfants, parvenaient faiblement, offrant un contraste saisissant et presque cruel avec la gravité de la situation qui se jouait ici. À l'écart de la foule anxieuse, Élodie, une jeune femme de 17 ans à la silhouette menue et au regard intensément observateur, captait la scène avec une acuité déconcertante. Ses yeux, d'un bleu profond, ne manquaient aucun détail des mouvements frénétiques de Tempête, des tremblements subtils du sol qu'elle percevait à travers ses pieds nus sur la terre battue. Née sourde, le monde d'Élodie était un concert ininterrompu de vibrations et de signaux visuels. Chaque frémissement de l'air, chaque contraction musculaire des animaux, chaque expression faciale des humains devenait une information cruciale. Elle ne pouvait entendre les hennissements terrifiés, ni les exclamations de peur, mais elle sentait la panique s'infiltrer dans le sol sous ses pieds, une résonance sourde qui lui parlait du désarroi du cheval, bien plus que les bruits n'auraient pu le faire. La réputation du haras des Crinières d'Or, fleuron de l'élevage équin normand, était gravement en jeu. Chaque incident impliquant Tempête érodait un peu plus la confiance des clients et menaçait la subsistance de tous ceux qui vivaient de cette passion ancestrale. Antoine, le fils du propriétaire, un homme aux traits durs et à l'impatience palpable, arpentait le bord du paddock, son visage trahissant une frustration grandissante teintée d'une colère froide. Il était l'instigateur principal de la décision qui planait comme une épée de Damoclès au-dessus de l'étalon, l'euthanasie du pur sang. Pour lui, Tempête n'était plus qu'une machine défectueuse, un danger coûteux qui devait être éliminé avant qu'il ne cause plus de dégâts irréparables à l'entreprise familiale. Tandis que les experts du haras, des cavaliers chevronnés aux vétérinaires expérimentés, ne voyaient en Tempête qu'un animal devenu fou, une bête irrécupérable guidée par la pure agressivité et dénuée de raison, les perceptions d'Élodie étaient radicalement différentes. Pour elle, le chaos du cheval était une danse complexe de peurs non exprimées, de douleurs silencieuses qu'elle seule semblait pouvoir déchiffrer. Elle observait les pupilles dilatées de l'étalon non comme un signe de folie incontrôlable, mais comme un miroir de terreur profonde. Les tremblements de ses flancs, la tension de ses muscles n'étaient pas des menaces, mais des suppliques désespérées. Sa surdité, loin d'être un obstacle, était devenue une porte ouverte sur un monde de communication non verbale, lui permettant de déchiffrer les angoisses profondes du cheval à un niveau que personne d'autre ne pouvait atteindre, une compréhension intuitive au-delà des mots. L'urgence était devenue palpable, lourde comme le silence qui suivait chaque nouvelle crise de Tempête. Monsieur Dubois, l'ancien maître d'écurie, le visage buriné par le soleil et empreint d'une tristesse infinie, s'approcha d'Antoine, ses mots chuchotés porteurs d'une gravité écrasante. Élodie, malgré la distance, capta les vibrations de leurs pas sur la terre et en lisant sur les lèvres d'Antoine, avec une concentration intense, elle devina le mot fatidique qui allait sceller le destin du cheval. Demain, la décision était prise. Le destin de Tempête était irrémédiablement scellé. Un frisson parcourut Élodie, non de peur, mais d'une détermination ardente et silencieuse. Elle sentait dans chaque fibre de son être que le cheval n'était pas perdu, qu'il y avait une autre voie, une solution que personne d'autre n'avait vue. Chaque aube au haras des Crinières d'Or débutait pour Élodie par un rituel immuable, une symphonie silencieuse
orchestrée par les premières lueurs du jour. Bien avant que le soleil ne dore les toits d'ardoise, ses pieds nus foulaient déjà la terre humide des allées, captant les infimes vibrations du sol qui lui parlaient du réveil de l'écurie, le pas lourd d'un palefrenier, le frisson d'un cheval qui s'ébrouait, la course légère d'un chat. Sa surdité, loin d'être un vide, était une porte ouverte sur un monde de sensations tactiles et visuelles d'une richesse inouïe. Elle se dirigeait toujours vers le même box, celui de Lumière, une vieille jument aux yeux doux, sa seule véritable amie, avec qui elle partageait des moments de complicité silencieuse, se fiant à la chaleur de son flanc et au rythme régulier de sa respiration pour se sentir ancrée dans un monde parfois bruyant et incompréhensible pour les autres. Une vieille couverture en laine épaisse, héritage de sa grand-mère, et imprégnée de l'odeur réconfortante du foin et de l'animal, était son refuge, un cocon sensoriel où elle pouvait se retirer et observer le monde sans être submergée. La communication pour Élodie était une danse complexe, un ballet incessant de regards, de mouvements et de touchés. Ses mains agiles et expressives racontèrent des histoires en langue des signes française, LSF, tandis que ses yeux bleus d'une acuité redoutable scrutaient les lèvres de ses interlocuteurs, déchiffrant chaque mot avec une concentration intense. Elle avait appris très tôt à anticiper les pensées et les émotions des gens, non pas par le son de leur voix, mais par les micro-expressions de leur visage, la tension de leurs épaules, l'inclinaison de leur tête. Cette capacité à lire les autres s'étendait bien au-delà des humains. Elle lisait les chevaux avec une intuition déconcertante, percevant la peur dans le tremblement d'une narine, la joie dans le frémissement d'une oreille. Pour elle, le monde était une partition visuelle et vibratoire. Chaque être, chaque objet, chaque souffle émettant une information qu'elle seule semblait décoder avec une telle profondeur, transformant l'absence de son en une super capacité sensorielle, une fenêtre unique sur l'âme des choses. Élodie rêvait d'un monde où la communication n'avait pas besoin de mots, où la connexion se faisait par le cœur et l'âme, une utopie qu'elle vivait quotidiennement avec les chevaux. Sa plus grande motivation était de prouver que la compréhension ne résidait pas dans la capacité d'entendre, mais dans celle de ressentir, de percevoir l'invisible et d'écouter le silence. Elle aspirait à être la voix de ceux qui n'en avaient pas, à déchiffrer les angoisses des animaux et à leur offrir un réconfort que les humains ne pouvaient souvent pas apporter. Son monde n'était pas un monde de privation, mais un univers d'une richesse sensorielle inouïe, où le frôlement d'une feuille, la chaleur du soleil sur sa peau, ou la vibration d'un sabot sur la terre lui apportait une plénitude que beaucoup ne connaissaient pas. Elle croyait fermement que chaque être, quel que soit son handicap apparent, possédait une force unique, un don caché, et que son rôle était de révéler cette vérité, surtout lorsqu'il s'agissait de créatures aussi majestueuses et incomprises que les chevaux. Sa perception unique du monde était une bénédiction et parfois un fardeau. Là où d'autres entendaient un hennissement furieux, Élodie ressentait la vibration du désespoir dans le sol, une pulsation désordonnée qui lui parlait d'une peur panique, non d'une simple agressivité. Elle captait les minuscules changements dans la posture d'un cheval, la dilatation quasi imperceptible de ses pupilles, le muscle qui se tendait sous le pelage, autant de signaux muets qui composaient un langage complexe et éloquent. Cette acuité visuelle et tactile lui permettait de tisser des liens d'une profondeur inattendue avec les animaux, une connexion quasi mystique que les cavaliers expérimentés et les vétérinaires n'arrivaient pas à saisir. Pour eux, son silence était un signe d'absence, une barrière, alors que pour Élodie, c'était la clé d'une compréhension plus profonde, un canal direct vers l'âme des êtres vivants, une source intarissable d'informations qui dépassait le simple son et la parole. Malgré son don, la surdité d'Élodie l'avait souvent placée en marge, une silhouette silencieuse et discrète que beaucoup d'adultes du Haras, y compris Antoine, tendaient à sous-estimer, voire à ignorer. Ils voyaient une jeune fille fragile, incapable de participer pleinement à la vie normale du Haras, aveugles à la force tranquille qui l'habitait. Mais cette solitude forcée avait aiguisé sa résilience et sa détermination. Elle avait appris à ne compter que sur ses propres sens et son intuition, à croire en ses perceptions, même quand elle contredisait l'avis de tous les experts. Son apparence menue cachait une volonté de faire, une conviction inébranlable que les solutions ne se trouvaient pas toujours dans le bruit et la force, mais souvent dans le silence, l'observation patiente et la capacité à écouter ce que les autres ne pouvaient pas entendre. C'était cette force intérieure, forgée dans le calme de son monde, qui la poussait à agir, à ne jamais abandonner,
surtout quand une vie était en jeu. La crise de tempête résonnait en elle avec une intensité particulière, non pas comme un bruit assourdissant, mais comme une vibration d'angoisse qui traversait la terre jusqu'à ses pieds. Élodie avait observé l'étalon avec une attention que personne d'autre ne possédait, non pas en se fiant au bruit de ses ruades, mais aux micro-mouvements de son corps, aux battements frénétiques de son cœur qu'elle sentait à travers le sol. Elle percevait en Tempête une douleur profonde, une peur panique qui n'avait rien à voir avec la folie que lui attribuaient les autres. Ce n'était pas une bête incontrôlable, mais un être terrifié et incompris. Son talent unique, cette capacité à déchiffrer le langage non-verbal des chevaux, était la seule clé pour percer le mystère de Tempête. Elle savait, au plus profond de son être, que si elle était seulement écoutée, elle pourrait révéler la vérité et sauver le cheval d'un destin funeste. Une mission silencieuse et ardente qui allait bientôt la pousser à défier toutes les attentes. Monsieur Dubois, l'ancien maître d'écurie, un homme dont le visage portait les marques profondes du soleil normand et les rides de décennies passées au contact des chevaux, incarnait la mémoire vivante du haras des Crinières d'Or. Il avait vu Élodie grandir, la petite fille silencieuse qui communiquait avec les animaux d'une manière que personne d'autre ne comprenait, bien avant que sa surdité ne soit formellement diagnostiquée. Ses yeux bleus délavés, empreints d'une sagesse tranquille, avaient toujours reconnu en elle une connexion quasi mystique avec le monde équin, un don précieux et rare. Il était son pilier, le seul à écouter avec une patience infinie ses lectures, silencieuses des chevaux, la soutenant discrètement face à l'incompréhension générale. Pour lui, la vraie expertise n'était pas toujours dans le bruit des mots ou les diplômes, mais dans l'écoute du cœur et l'intuition profonde, des qualités qu'Élodie possédait à l'excès. En contraste saisissant, Antoine, le fils du propriétaire, arpentait les allées du haras avec l'assurance brutale d'un homme pressé, ses bottes claquant sur le sol durci. Jeune, ambitieux et héritier désigné, il voyait le haras comme une entreprise moderne, un investissement à optimiser, où la tradition devait céder le pas à la rentabilité. Pour lui, Tempête n'était qu'un problème coûteux, une source de mauvaise publicité et de danger, et la décision de l'euthanasier une simple question de logique économique. Il tolérait à peine la présence d'Élodie, la considérant comme une enfant fragile et inutile, sa surdité un handicap l'excluant de toute contribution significative. Son regard, souvent teinté d'impatience, ne s'attardait jamais sur elle, la reléguant au rang des invisibles, trop préoccupé par les chiffres et la réputation pour percevoir la force tranquille qui l'habitait. Ce matin-là, alors qu'Élodie observait Tempête depuis la clôture du paddock, sentant les vibrations de sa détresse à travers la terre, Antoine s'approcha de Monsieur Dubois, un dossier à la main. « Dubois, il faut en finir avec ce cheval. Il a encore blessé un palefrenier ce matin. La décision est prise, c'est demain. Inutile de s'obstiner, déclara-t-il d'une voix sèche, sans même un regard pour Élodie. Dubois tenta de défendre une dernière fois l'idée d'une approche différente, évoquant la sensibilité particulière d'Élodie. Antoine leva les yeux au ciel, un sourire dédaigneux aux lèvres. « Élodie, la petite muette qui parle aux chevaux imaginaires? Dubois, soyez sérieux. Nous avons besoin de vraies solutions, pas de contes de fées. Demain, c'est l'heure. Point final. » Élodie, lisant sur les lèvres d'Antoine, sentit la froideur de ces mots lui transpercer le cœur, mais sa détermination n'en fut que renforcée. C'est à ce moment que Camille, la jeune vétérinaire arrivée quelques mois plus tôt au haras, s'approcha, son stéthoscope encore autour du cou. Fraîchement diplômée, elle apportait un souffle nouveau, une curiosité scientifique mêlée d'une empathie sincère pour les animaux. Contrairement aux vétérinaires plus âgés et résignés, elle cherchait toujours la cause profonde des maux, au-delà des symptômes évidents. Elle avait observé Élodie à plusieurs reprises, intriguée par la manière dont la jeune fille, malgré sa surdité, semblait comprendre les chevaux avec une acuité déconcertante. Ses yeux vifs ne manquaient aucun détail, et Camille, elle-même très observatrice, avait remarqué la finesse de ses perceptions, le calme qu'Élodie dégageait, même face à l'animal le plus agité. Camille s'arrêta à quelques pas d'Élodie, son regard balayant le paddock avant de se poser sur la jeune fille. Elle n'avait pas entendu la conversation entre Antoine et Dubois, mais l'atmosphère tendue était palpable. Elle avait remarqué comment Élodie, pieds nus, semblait ancrée au sol, ses yeux rivés sur Tempête, comme si elle absorbait chaque vibration de l'animal. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, s'adressant à Élodie avec un respect inattendu. Élodie leva les yeux, surprise qu'on lui parle ainsi, et hocha la tête, un éclair de compréhension passant dans son regard. « Camille,
bien que n'étant pas experte en LSF, perçut la profondeur de la réponse silencieuse d'Élodie, une confirmation de son intuition. « Je crois que tu vois quelque chose que nous ne voyons pas », ajouta Camille, une lueur d'espoir naissant dans ses propres yeux. Alors que le soleil déclinait davantage, peignant le ciel normand de teintes oranges et pourpres, le poids de la décision finale se fit sentir sur le haras. Tous les acteurs clés se retrouvèrent près des écuries principales, l'air lourd de silence et d'attente. Antoine, rigide, attendait la confirmation du vétérinaire pour le lendemain. Monsieur Dubois, le visage grave, se tenait un peu à l'écart, son regard posé sur Élodie, qui, malgré son apparente immobilité, tremblait intérieurement. Camille, la main sur le sac de son matériel, hésitait, une question silencieuse dans ses yeux, alors qu'elle cherchait le regard d'Élodie. Le destin de Tempête était sur le point d'être scellé, et dans ce rassemblement silencieux, chacun portait le fardeau de ses propres convictions et de l'imminence de l'acte, la tension entre les différentes visions du monde palpables dans l'air froid du soir. Le lendemain matin, une tension nouvelle pesait sur le haras des Crinières d'Or, plus lourde encore que le brouillard matinal qui s'accrochait aux crêtes des toits. Un autre palefrenier, le jeune Lucas, avait été projeté contre une barrière par Tempête, sa jambe tordue de manière grotesque, un gémissement de douleur s'échappant de ses lèvres pâles. L'incident, le plus grave à ce jour, avait semé la panique parmi le personnel, déjà ébranlé. L'odeur de l'iode et de la sueur froide planait dans l'air, se mêlant au parfum habituel du foin et du crottin. Les murmures angoissés s'échangeaient, des regards chargés de peur fixaient le paddock où Tempête se tenait, immobile mais menaçant, son souffle lourd et régulier. Les propriétaires d'écuries voisins, alertés par la rumeur, commençaient à retirer leurs chevaux, craignant pour leur sécurité et la réputation des Crinières d'Or, menaçant la viabilité économique du haras. L'atmosphère était électrique. Chaque pas, chaque mouvement du cheval étant observé avec une appréhension palpable, le haras semblant retenir son souffle, au bord du précipice. La nouvelle de l'accident se répandit comme une traînée de poudre, jetant une ombre glaciale sur les visages des employés. Monsieur Dubois, le dos voûté, observait Lucas se faire emmener, son propre cœur lourd d'un mélange de tristesse et de résignation. Ses mains ridées serraient le rebord de la barrière, la texture rugueuse du bois sous ses doigts, lui rappelant la dureté de la décision imminente. Il avait tout essayé, toutes les méthodes ancestrales, tous les conseils des plus grands écuyers de Normandie, mais rien n'avait fonctionné. Tempête semblait hermétique à toute tentative de dressage, de réconfort ou même de simple approche. L'air vibrait de l'impuissance collective, le désespoir s'immisçant dans chaque recoin du haras, comme une maladie contagieuse. Les conversations étaient rares et chuchotées, l'odeur persistante de la terre humide se mêlant à celle du chagrin non exprimé, créant une atmosphère de deuil avant l'heure, où la fin inévitable du cheval était acceptée comme la seule issue possible. Antoine, le visage crispé par la colère et l'impatience, fit irruption dans le bureau du haras, claquant la porte derrière lui avec une violence inouïe. « C'est intenable !» s'écria-t-il, s'adressant à Monsieur Dubois d'une voix sèche et sans appel. « Encore un blessé. Combien faudra-t-il de victimes avant que vous compreniez ? Demain n'est plus une option, c'est ce soir. Ce cheval est un danger public, une ruine pour notre réputation et nos finances. » Il balaya du regard la petite silhouette d'Élodie, discrètement présente au fond de la pièce, absorbant les vibrations du sol et lisant sur les lèvres d'Antoine avec une intensité silencieuse. « Et ne me parlez pas de vos histoires de chuchoteuses, » ajouta-t-il avec un ricanement méprisant. « On a besoin de solutions concrètes, pas de superstitions. Tous les experts sont unanimes. Il n'y a rien à faire. C'est fini. » La froideur de ces mots résonna dans la pièce. Une sentence irrévocable qui scellait le destin de Tempête avec une brutalité implacable, laissant peu de place à l'espoir. Élodie, immobile, sentait chaque mot d'Antoine comme une vibration glaciale, un coup de marteau sur son cœur. Ses yeux bleus, d'une acuité déchirante, captaient la tension dans les muscles de son cou, la contraction de ses mâchoires, le mépris dans ses yeux. Elle ne pouvait pas entendre le ton de sa voix, mais elle lisait la violence de son intention, une brutalité qui la révoltait. Pour elle, la détresse de Tempête n'était pas de la folie, mais un cri silencieux, un écho de sa propre incompréhension face à un monde qui refusait de l'écouter. La vibration du sol lui parlait de la panique du cheval, de sa douleur profonde, et non de sa cruauté. Loin d'être découragée par les moqueries d'Antoine, une détermination farouche s'ancrait en elle, une flamme silencieuse et ardente. Elle savait, avec une certitude absolue,
qu'elle seule pouvait percer le mystère de Tempête, que son don n'était pas une superstition, mais la seule clé pour déverrouiller la vérité et sauver une vie innocente, une mission qui lui semblait plus urgente que jamais. Camille, la jeune vétérinaire, observait la scène depuis l'encadrement de la porte, le poids de son stéthoscope sur son épaule lui semblant soudain insupportable. Elle avait assisté à la tirade d'Antoine, ses paroles cinglantes résonnant dans le silence qui suivait. Ses yeux se posèrent sur Élodie, le corps frêle mais le regard d'une intensité telle qu'il semblait percer les murs. Camille, d'habitude si confiante dans la science et la logique, sentait son propre raisonnement vaciller. Les diagnostics unanimes des experts, ses propres tentatives infructueuses pour calmer Tempête, tout cela lui semblait insuffisant face à la détresse persistante du cheval. Elle avait vu Élodie avec les autres animaux, le calme qu'elle dégageait, la manière dont les chevaux semblaient s'apaiser à son contact, une connexion qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Un doute s'insinuait en elle. Et si Élodie voyait réellement quelque chose qu'eux, avec toute leur expertise conventionnelle, étaient incapables de percevoir? La limite de la science se heurtait à l'intuition. Une nouvelle voie s'ouvrait, incertaine, mais irrésistible. Le soleil s'inclinait dangereusement vers l'horizon, peignant le ciel de teintes pourpres et or, mais le spectacle crépusculaire n'apportait aucun apaisement. Un dernier vétérinaire, un homme réputé pour sa poigne et sa connaissance des purs sangs, tenta une approche finale avec Tempête, armé d'une seringue de tranquillisant. L'étalon, sentant la menace, hennit furieusement, ruant avec une puissance dévastatrice, ses sabots soulevant des nuages de poussière dorée. L'homme recula, le visage blême, son geste suspendu, reconnaissant sa défaite. « Il est irrécupérable, Antoine », déclara-t-il d'une voix lasse, son regard croisant celui du fils du propriétaire qui hocha la tête, la mâchoire serrée. La date limite était passée, la coupe était pleine. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri, l'écho d'une fatalité acceptée. Mais alors que tous se détournaient, vaincus, les yeux d'Élodie restèrent rivés sur Tempête, une étincelle de défi brûlant dans ses pupilles. Comment cette jeune fille, ignorée de tous, parviendrait-elle à changer le cours des choses, alors que toute l'expérience du haras avait échoué? Le sort du cheval était-il vraiment scellé? L'aube du jour suivant apporta avec elle une nouvelle tentative, désespérée et méthodique, orchestrée par Antoine. Un comportementaliste équin réputé, venu de Saumur, fut dépêché, ses outils spécialisés sortis de sa mallette avec une précision quasi chirurgicale. L'homme aux mains expertes s'approcha de Tempête avec une longe sophistiquée et un filet de contention, ses mouvements lents et calculés, imprégnés d'une confiance apparente. Il tenta d'établir un contact, murmurant des paroles apaisantes que seul son assistant pouvait entendre, pendant qu'Élodie, postée à bonne distance, les observait attentivement. Elle sentait la tension monter dans le sol sous ses pieds nus, une vibration irrégulière qui lui parlait de l'anxiété croissante du cheval, bien avant que la bête ne réagisse. Les gestes du comportementaliste étaient sûrs, mais les pupilles de Tempête restaient dilatées, ses naseaux frémissaient, et ses muscles se tendaient imperceptiblement. Soudain, sans un cri, mais avec une force primale, Tempête se cabra, brisant la longe d'un coup sec, ses sabots antérieurs labourant l'air avec une violence terrifiante. Le comportementaliste fut projeté en arrière, tombant lourdement sur la terre battue, son souffle coupé, le visage blême et marqué par la poussière. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par les halètements effrayés des palefreniers et le martèlement des sabots du pur sang qui s'éloignaient en trombe vers le fond du paddock, les yeux injectés de sang. La frustration collective était palpable, lourde comme le plomb se lisant sur chaque visage. Monsieur Dubois secoua la tête, ses rides se creusant davantage, tandis qu'Antoine, les poings serrés, fulminait en silence, sa déception transformée en une rage froide, confirmant l'inutilité de toutes leurs tentatives. Élodie, les yeux d'un bleu profond rivés sur la scène, avait tout perçu. Elle n'avait pas entendu le bruit de la longe, mais elle avait ressenti l'onde de choc dans la terre, la brusque accélération du rythme cardiaque de Tempête à travers ses pieds. Elle avait vu les micro-expressions de peur dans les yeux du cheval, la tension de ses flancs, non pas de l'agressivité pure, mais une réaction de panique face à l'approche trop directe, trop humaine, du comportementaliste. Sa main s'était posée sur sa poitrine, sentant son propre cœur s'emballer, en résonance avec la détresse du cheval. Elle comprenait que chaque tentative basée sur la force ou la contrainte ne ferait qu'accroître la terreur de Tempête, le poussant davantage dans ses retranchements, loin de toute possibilité de confiance
ou de réconciliation. Quelques heures plus tard, alors que la lumière dorée du soleil déclinait sur les toits du haras, Camille tenta une approche plus douce, guidée par une intuition scientifique teintée d'espoir. Elle disposa des friandises spéciales dans le paddock, essayant d'attirer Tempête avec des gestes lents et des paroles apaisantes, ses connaissances en éthologie équines à la pointe. L'étalon s'approcha timidement, son museau vibrant, semblant hésiter. Un frisson d'espoir traversa l'assemblée, mais alors que Camille tendait une main ouverte, un mouvement brusque d'un palefrenier à proximité, qui ne percevait pas la tension subtile, fit sursauter le cheval. Tempête recula brusquement, hennissant de terreur, renversant un seau d'eau avec fracas, son regard redevenant sauvage et insaisissable. L'échec était manifeste, la brève lueur d'espoir s'éteignant aussi vite qu'elle était apparue, laissant place à une résignation encore plus profonde. Antoine, voyant cet échec, se tourna vers M. Dubois, le visage marqué d'une exaspération sans borne. « C'est absurde, Dubois. Même la douce Camille n'y arrive pas. Ce cheval est un cas désespéré, une bête féroce. » Son regard balaya Élodie, immobile près de la clôture, son silence perçu comme une absence. Il lui lança un sourire méprisant. « Et ne venez pas me dire que la petite muette a une solution. Elle ne fait que rêver. Les contes de fées ne sauvent pas les haras en faillite. » Les mots lus sur ses lèvres par Élodie étaient des coups de poignard silencieux, mais ils ne firent qu'attiser sa flamme intérieure. Elle sentait le poids de l'incrédulité, mais aussi la force de sa propre conviction, le sentiment que tous ces échecs étaient le fruit d'une incompréhension fondamentale, d'une incapacité à voir au-delà du visible, à écouter le silence. Le crépuscule enveloppait désormais le haras des Crinières d'Or d'un manteau sombre, lourd de présages. L'air, imprégné de l'odeur persistante de la terre et de la peur, semblait se figer. Antoine, le visage durci par la décision, s'adressa au groupe d'un ton définitif. « C'est terminé, nous ne pouvons plus risquer la sécurité de quiconque. Le vétérinaire sera ici à l'aube. Il n'y a plus de temps à perdre. » Le silence qui suivit fut glacial, chacun comprenant la sentence irrévocable. M. Dubois ferma les yeux un instant, une larme silencieuse roulant sur sa joue burinée. Tempête, comme s'il avait senti la gravité de l'instant, émit une dernière fois un son guttural et déchirant qui résonna dans la nuit. Élodie, elle, ne détourna pas le regard. Ses pieds nus sentaient la terre vibrer d'une urgence inouïe. Le compte à rebours avait commencé. Sa mission silencieuse, celle de percer le secret de Tempête, était désormais une course contre la montre, et elle savait qu'elle devrait agir seule, défiant toutes les attentes. Le crépuscule avait jeté son voile sur le haras des Crinières d'Or, et le silence qui suivait la sentence d'Antoine était plus assourdissant que n'importe quel cri. L'air, imprégné de l'odeur persistante de la terre humide et de la peur, semblait se figer, une chape de plomb pesant sur les épaules de chacun. Alors que les employés se dispersaient, résignés, leurs pas lourds sur le gravier, M. Dubois, le visage buriné et l'âme meurtrie, se tourna lentement vers Élodie. Il la vit immobile, les pieds nus ancrés dans le sol froid, ses yeux bleus rivés sur la silhouette sombre de Tempête. Il n'y avait plus d'options, plus d'experts, plus de solutions conventionnelles. Dans le désespoir de l'instant, la seule étincelle d'espoir résidait dans le don inexpliqué de cette jeune fille. Il savait que c'était une chance infime, mais la dernière. La situation, si désespérée, forçait l'impossible, invitant Élodie, la silencieuse, à tenter l'impensable. Antoine, le visage durci par la fatigue et la frustration, intercepta le regard de M. Dubois. « Ne me dites pas que vous pensez encore à l'impliquer, Dubois » lâcha-t-il, un ricanement amer déformant ses lèvres. « La petite sourde qui parle aux chevaux par magie. Nous n'avons pas le temps pour ces enfantillages. Demain, ce cheval sera parti, et notre réputation, espérons-le, pourra être sauvée. » Les mots, lus par Élodie sur les lèvres d'Antoine, étaient des coups de poignard silencieux, des vibrations de mépris qui la traversaient. Les palefreniers alentour, bien que respectueux de M. Dubois, partageaient le scepticisme d'Antoine, leur regard fuyant celui d'Élodie, teint d'une sorte de pitié mêlée d'incrédulité. Le poids de leur rejet était palpable, une barrière invisible mais solide. Élodie sentit la pression monter, le doute s'infiltrer dans les fissures de sa détermination. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur pour elle-même, mais de l'immense responsabilité qui pesait soudain sur ses jeunes épaules. Elle, une simple jeune fille, face à l'avis de tous les experts, de toutes les traditions. Comment pourrait-elle, sans un mot, sans un son, convaincre des hommes si certains de leur savoir? Elle regarda Tempête au loin, sa silhouette massive se découpant sur le ciel étoilé naissant, sentant les vibrations désordonnées de sa panique à travers le sol.
La tâche semblait colossale, presque insurmontable. Une vague d'insécurité la submergea, un instant de vertige face à l'ampleur du défi et à l'hostilité ambiante. C'est à cet instant que M. Dubois s'approcha d'elle, posant une main ferme sur son épaule. Son regard, d'une douceur infinie, était une ancre dans la tempête du doute. « Élodie » articula-t-il lentement, ses lèvres s'articulant avec soin pour qu'elle puisse le lire. « Il ne voit que la bête. Mais toi, tu vois son cœur, tu es la seule. Il n'y a plus rien à perdre. Crois en toi, ma petite. » Puis Camille, la jeune vétérinaire, s'avança à son tour, son visage empreint d'une sincérité désarmante. « Il a raison, Élodie. J'ai vu comment les animaux réagissent à toi. Nous avons tout essayé. Laisse-nous t'écouter, même si nous ne comprenons pas tout. » Leurs paroles, lues et ressenties, furent une bouffée d'air frais, un rappel puissant de son don unique. Élodie ferma les yeux un instant, se concentrant sur les vibrations du sol, sur l'écho lointain des sabots de tempête. Elle sentait la terre trembler sous ses pieds, une pulsation irrégulière qui lui parlait de la peur profonde du cheval, de son angoisse non contenue. Elle rouvrit les yeux, les rivant sur les talons. Elle n'observait pas un cheval fou, mais un être terrifié, blessé, dont chaque mouvement agressif était une tentative désespérée de se protéger. Ses pupilles dilatées, les spasmes de ses muscles, le frémissement de ses naseaux, tout cela n'était pas de la rage, mais une peur panique, une douleur non exprimée que personne n'avait su déchiffrer. Son analyse silencieuse était claire. Tempête n'était pas irrécupérable. Il était juste incompris. Son comportement une réponse à une souffrance silencieuse. Une force nouvelle l'envahit, une détermination ardente qui balaya toute trace d'hésitation. Elle sentait dans chaque fibre de son être que le cheval n'était pas perdu, qu'il y avait une autre voie, une solution que personne d'autre n'avait vue. Élodie leva les yeux vers M. Dubois et Camille, son regard empli d'une résolution inébranlable. Sans un mot, elle fit un signe de tête ferme, puis se tourna résolument vers le paddock de Tempête, ses pieds nus s'enfonçant dans la terre, prête à affronter l'animal et les préjugés. Le compte à rebours avait commencé. Elle aurait un rôle actif, un rôle décisif, et elle allait prouver que le silence pouvait être la plus puissante des voix, une force capable de changer le destin et de sauver une vie. Le lourd silence du crépuscule, habituellement rompu par les bruits familiers du haras, fut ce soir-là empreint d'une gravité particulière. M. Dubois, le visage buriné, mais les yeux pleins d'une détermination nouvelle, supervisait personnellement la préparation du paddock principal. Chaque parcelle de terre était soigneusement ratissée, débarrassée du moindre caillou, comme si l'on préparait un autel. Les barrières étaient vérifiées, les lumières tamisées, pour ne laisser qu'une douce lueur dorée, suffisante pour guider le regard sans agresser. L'air purifié par l'absence de toute agitation superflue vibrait d'une attente palpable. Pour Élodie, qui observait chaque geste depuis l'entrée, pieds nus sur la terre battue, ce n'était pas seulement une scène visuelle, c'était une symphonie de vibrations sous ses pieds, chaque mouvement, chaque souffle des hommes autour d'elle, résonnant comme une note distincte dans son monde silencieux, une préparation minutieuse pour un acte de foi qui allait défier la logique et l'expérience. Dans cet espace épuré, la concentration d'Élodie atteignait une intensité inégalée. La terre fraîche et humide sous ses pieds nus devenait une extension de son propre corps, un récepteur géant captant les moindres frémissements. Elle sentait le sol respirer, les infimes courants d'air, les battements lointains du cœur de Tempête qui résonnaient comme un tambour sourd. Son regard d'une acuité redoutable balayait le paddock, enregistrant chaque détail, la position des ombres, la texture du sable, la manière dont la lumière jouait sur les brins d'herbe. Ce silence visuel et tactile était son sanctuaire, un lieu où ses sens habituellement bombardés par des informations désordonnées pouvaient s'organiser et se focaliser avec une clarté absolue. C'était là, dans cette quiétude orchestrée, qu'elle puisait la force de son intuition, se préparant à décrypter le langage secret du cheval, loin des interférences du monde bruyant. Camille s'approcha d'Élodie, ses mouvements lents et délibérés, son visage empreint d'une sincérité désarmante. Elle tendit une petite pochette de cuir souple, contenant une paire de gants fins presque invisibles, conçus pour préserver la sensibilité tactile, tout en offrant une légère protection. « Pour toi, Élodie », murmura-t-elle, ses lèvres articulant chaque mot avec une précision que la jeune fille put facilement lire. « J'ai pensé que cela pourrait t'aider à mieux sentir sans risquer de te blesser. » Le geste, simple et attentionné, fut un pont silencieux entre leurs deux mondes. Élodie hocha la tête, un sourire fugace éclairant son visage.
Ce n'était pas seulement des gants, c'était un signe de confiance, une reconnaissance de sa méthode unique, une alliance tacite qui renforçait sa détermination et apaisait les dernières parcelles de doute qui pouvaient encore l'habiter. La scène, étrange et inhabituelle, ne manqua pas de susciter des réactions mitigées parmi les palefreniers et les cavaliers restés sur place. Certains, comme le jeune Thomas, observaient avec une curiosité prudente, un mélange de scepticisme et d'une pointe d'espoir. D'autres, plus âgés et résignés, secouèrent la tête, murmurant des paroles inaudibles sur la folie de tenter l'impossible, leur regard fuyant la silhouette menue d'Élodie comme s'ils craignaient que son audace ne porte malheur. Antoine, posté à distance, les bras croisés, ne dissimulait pas son mépris. Son visage était une caricature de l'incrédulité, ses lèvres se tordant en un ricanement silencieux, lisible pour Élodie. Pour lui, cette mise en scène n'était qu'une perte de temps absurde, un dernier soubresaut avant l'inévitable, une ultime humiliation pour un Nara qu'il jugeait déjà en déclin. Au-delà des gants, les outils d'Élodie étaient d'une nature bien plus subtile. Elle demanda à ce qu'un seau d'eau fraîche soit placé à une distance calculée, non pour boire, mais pour que les vibrations de l'eau puissent résonner à travers le sol, offrant une nouvelle couche d'informations sensorielles. Elle insista également pour que les palefreniers se tiennent à une distance respectueuse, leurs mouvements réduits au minimum, afin de ne pas perturber le champ vibratoire autour de Tempête. Son propre corps était son principal instrument, ses pieds nus pour la connexion avec la terre, ses mains pour le toucher sensible, et ses yeux pour la lecture infaillible du langage corporel. Chaque élément de l'environnement était pensé pour optimiser sa perception, pour créer une bulle sensorielle, où elle seule pourrait entrer en résonance avec l'animal, transformant le paddock en un laboratoire géant de communication non verbale, un espace de pure connexion. Le moment était venu. Élodie se tourna vers M. Dubois et Camille, ses yeux bleus reflétant une détermination inébranlable. Elle fit un signe de tête lent et solennel, un adieu silencieux au monde extérieur, avant de plonger dans son défi. Ses pieds nus, désormais habitués à la texture de la terre, s'avancèrent vers le centre du paddock. L'air devint plus dense, chargé d'une tension nouvelle. Tempête, immobile jusqu'alors dans le coin le plus sombre, leva la tête, ses naseaux frémissant, ses pupilles dilatées, fixant la petite silhouette qui s'avançait. Il ne hennit pas, mais Élodie sentit la vibration de sa peur monter du sol, une onde de choc qui la traversa jusqu'à l'âme. Le compte à rebours avait cessé. Seule face à la bête et au doute de tous, Élodie était prête à défier le destin, portée par la puissance de son silence et la promesse d'une compréhension au-delà des mots. Élodie, les pieds nus profondément ancrés dans la terre du paddock, sentait chaque vibration de Tempête comme une extension de son propre corps, une symphonie silencieuse de peur et de confusion. Elle avançait avec une lenteur exquise, ses mouvements délibérés et fluides, presque une danse, tandis que le soleil de l'après-midi sculptait de longues ombres dorées. L'odeur de la poussière soulevée par les sabots du cheval et le parfum des herbages normands flottaient dans l'air, mais Élodie se fiait aux infimes frémissements du sol pour anticiper le moindre mouvement de l'étalon. Tempête, d'abord tendue, ses naseaux frémissant d'une appréhension palpable, baissa imperceptiblement la tête, un signe infime que seule Élodie pouvait percevoir, une micro-victoire qui échappa à la plupart des observateurs, mais pas à M. Dubois et Camille, qui suivaient la scène avec une attention mêlée d'un espoir fragile. Sa surdité, loin d'être une entrave, était sa plus grande force, lui offrant un accès privilégié au langage non-verbal du cheval. Élodie ne cherchait pas à dompter, mais à comprendre, à décrypter les signaux silencieux de Tempête. Ses yeux percèrent la surface, observant la tension dans les muscles de son encolure, la dilatation quasi imperceptible de ses pupilles, la façon dont son souffle régulier se transformait en halètement court. Elle sentait le rythme cardiaque désordonné du pur sang vibrer à travers la terre, une pulsation de panique qui résonnait en elle. Chaque geste de Tempête n'était pas un acte de pure agression, mais une supplique désespérée, une tentative maladroite de communiquer sa peur. Élodie répondait avec des mouvements lents, des postures ouvertes, un langage corporel qui disait « Je te vois, je te comprends, tu n'es pas seul », créant un pont de confiance invisible et profondément intuitif. Antoine, posté près de la barrière, les bras croisés sur sa poitrine, observait la scène avec un mélange de scepticisme et d'impatience grandissante. Il n'entendait pas les chuchotements d'encouragement de M. Dubois, ni les analyses discrètes de Camille, mais il lisait le temps qui s'écoulait, le spectacle qu'il considérait comme absurde se prolongeant. « C'est une perte de temps, Dubois. »
Elle ne fait que le fatiguer, articula-t-il, ses lèvres se tordant en un ricanement que Élodie, malgré la distance, put déchiffrer. Le mépris dans ses yeux était une vibration glaciale. Un palefrenier, lassé d'attendre, fit tomber un seau métallique avec un fracas involontaire. Le bruit, amplifié par le silence tendu, fit sursauter Tempête, qui recula brusquement, ses naseaux frémissant à nouveau de terreur, brisant la fragile bulle de confiance qu'Élodie avait si minutieusement construite. Le recul soudain de Tempête fut un coup de massue, une onde de choc qui traversa Élodie jusqu'à l'âme. Elle sentit la déception des observateurs, les murmures silencieux de ceux qui avaient prédit l'échec. La tension revint, plus dense, et l'étalon reprit sa posture défensive, ses yeux injectés de sang. Élodie ferma les siens un instant, la frustration la submergeant, mais elle ne se laissa pas abattre. Elle respira profondément, sentant la terre sous ses pieds, se reconnectant à sa propre ancre. Le défi était immense, le temps compté, et chaque micro-victoire semblait se heurter à un mur de préjugés et d'accidents. Elle savait que la patience était sa seule arme, et la capacité à s'adapter sa meilleure stratégie. Elle devait trouver une nouvelle approche, plus subtile encore, pour contourner les obstacles invisibles qui se dressaient entre elle et le cœur effrayé du cheval. Élodie modifia sa stratégie, s'éloignant légèrement, puis s'approchant de nouveau avec une lenteur encore plus prononcée, ses mouvements presque imperceptibles. Elle se concentra sur l'odeur du foin frais que M. Dubois avait discrètement déposé près d'elle, espérant que le parfum apaisant attirerait Tempête. Elle effleura le sol du bout des doigts, sentant la texture de la terre, cherchant une nouvelle résonance. Progressivement, l'étalon, intrigué par cette absence de menace, cette présence silencieuse et non exigeante, s'approcha, son museau vibrant, son corps moins tendu. Il huma l'air, puis, d'un geste hésitant, il baissa la tête et renifla le foin. C'était un signe de curiosité, une forme d'acceptation, une victoire infime mais significative. Camille, observant attentivement, nota la différence dans la posture du cheval, une lueur d'émerveillement dans ses yeux. Encouragée par ce signe, Élodie s'agenouilla lentement, offrant une posture de non-menace, une invitation silencieuse. Tempête, après un long moment d'hésitation, où l'air vibrait de sa propre incertitude, fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce que son museau soit à quelques centimètres de la main tendue d'Élodie, posée à plat sur le sol. L'étalon expira doucement, un souffle chaud sur les doigts de la jeune fille. Et pour la première fois, Élodie sentit la chaleur de son flanc, la puissance vibratoire de son corps sans la panique. C'était un contact, un pont fragile, mais réel. Antoine, voyant la scène de loin, ne put s'empêcher de froncer les sourcils, un mélange d'incrédulité et d'agacement sur son visage. Pour lui, ce n'était qu'un coup de chance, un sursis. Élodie, elle, savait que ce n'était que le début. La confiance était là, mais le secret de la douleur de Tempête restait à percer, et l'aube approchait, porteuse de sa sentence finale. Élodie, les pieds nus profondément ancrés dans la terre du paddock, sentait chaque vibration de Tempête comme une extension de son propre corps, une symphonie silencieuse de peur et de confusion. Elle avançait avec une lenteur exquise, ses mouvements délibérés et fluides, presque une danse, tandis que le soleil de l'après-midi sculptait de longues ombres dorées. L'odeur de la poussière soulevée par les sabots du cheval et le parfum des herbages normands flottaient dans l'air, mais Élodie se fiait aux infimes frémissements du sol pour anticiper le moindre mouvement de l'étalon. Tempête, d'abord tendue, ses naseaux frémissant d'une appréhension palpable, baissa imperceptiblement la tête, un signe infime que seule Élodie pouvait percevoir, une micro-victoire qui échappa à la plupart des observateurs, mais pas à M. Dubois et Camille, qui suivaient la scène avec une attention mêlée d'un espoir fragile. Sa surdité, loin d'être une entrave, était sa plus grande force, lui offrant un accès privilégié au langage non-verbal du cheval. Élodie ne cherchait pas à dompter, mais à comprendre, à décrypter les signaux silencieux de Tempête. Ses yeux perçaient la surface, observant la tension dans les muscles de son encolure, la dilatation quasi imperceptible de ses pupilles, la façon dont son souffle régulier se transformait en halètement court. Elle sentait le rythme cardiaque désordonné du pur sang vibrer à travers la terre, une pulsation de panique qui résonnait en elle. Chaque geste de Tempête n'était pas un acte de pure agression, mais une supplique désespérée, une tentative maladroite de communiquer sa peur. Élodie répondait avec des mouvements lents, des postures ouvertes, un langage corporel qui disait « Je te vois, je te comprends, tu n'es pas seul », créant un pont de confiance invisible et profondément intuitif.
Antoine, posté près de la barrière, les bras croisés sur sa poitrine, observait la scène avec un mélange de scepticisme et d'impatience grandissante. Il n'entendait pas les chuchotements d'encouragement de M. Dubois, ni les analyses discrètes de Camille, mais il lisait le temps qui s'écoulait, le spectacle qu'il considérait comme absurde se prolongeant. « C'est une perte de temps, Dubois. Elle ne fait que le fatiguer, » articula-t-il, ses lèvres se tordant en un ricanement que Élodie, malgré la distance, put déchiffrer. Le mépris dans ses yeux était une vibration glaciale. Un palefrenier, lassé d'attendre, fit tomber un seau métallique avec un fracas involontaire. Le bruit, amplifié par le silence tendu, fit sursauter Tempête, qui recula brusquement, ses naseaux frémissant à nouveau de terreur, brisant la fragile bulle de confiance qu'Élodie avait si minutieusement construite. Le recul soudain de Tempête fut un coup de massue, une onde de choc qui traversa Élodie jusqu'à l'âme. Elle sentit la déception des observateurs, les murmures silencieux de ceux qui avaient prédit l'échec. La tension revint, plus dense, et l'étalon reprit sa posture défensive, ses yeux injectés de sang. Élodie ferma les siens un instant, la frustration la submergeant, mais elle ne se laissa pas abattre. Elle respira profondément, sentant la terre sous ses pieds, se reconnectant à sa propre ancre. Le défi était immense, le temps comptait, et chaque micro-victoire semblait se heurter à un mur de préjugés et d'accidents. Elle savait que la patience était sa seule arme, et la capacité à s'adapter sa meilleure stratégie. Elle devait trouver une nouvelle approche, plus subtile encore, pour contourner les obstacles invisibles qui se dressaient entre elle et le cœur effrayé du cheval. Élodie modifia sa stratégie, s'éloignant légèrement, puis s'approchant de nouveau avec une lenteur encore plus prononcée, ses mouvements presque imperceptibles. Elle se concentra sur l'odeur du foin frais que M. Dubois avait discrètement déposé près d'elle, espérant que le parfum apaisant attirerait Tempête. Elle effleura le sol du bout des doigts, sentant la texture de la terre, cherchant une nouvelle résonance. Progressivement, l'étalon, intrigué par cette absence de menace, cette présence silencieuse et non exigeante, s'approcha, son museau vibrant, son corps moins tendu. Il huma l'air, puis, d'un geste hésitant, il baissa la tête et renifla le foin. C'était un signe de curiosité, une forme d'acceptation, une victoire infime mais significative. Camille, observant attentivement, nota la différence dans la posture du cheval, une lueur d'émerveillement dans ses yeux. Encouragée par ce signe, Élodie s'agenouilla lentement, offrant une posture de non-menace, une invitation silencieuse. Tempête, après un long moment d'hésitation, où l'air vibrait de sa propre incertitude, fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce que son museau soit à quelques centimètres de la main tendue d'Élodie, posée à plat sur le sol. L'étalon expira doucement, un souffle chaud sur les doigts de la jeune fille. Et pour la première fois, Élodie sentit la chaleur de son flanc, la puissance vibratoire de son corps, sans la panique. C'était un contact, un pont fragile, mais réel. Antoine, voyant la scène de loin, ne put s'empêcher de froncer les sourcils, un mélange d'incrédulité et d'agacement sur son visage. Pour lui, ce n'était qu'un coup de chance, un sursis. Élodie, elle, savait que ce n'était que le début. La confiance était là, mais le secret de la douleur de Tempête restait à percer, et l'aube approchait, porteuse de sa sentence finale. L'aube avait failli emporter Tempête, mais l'instant décisif, où Élodie, les pieds nus sur la terre, avait posé sa main sur le flanc du pur sang, révélant la petite cicatrice insoupçonnée, avait suspendu le temps. Une onde de choc silencieuse parcourut l'assemblée. Camille, les mains agiles, s'était penchée, ses doigts explorant délicatement la zone indiquée, et son visage s'était éclairé d'une compréhension foudroyante. C'est ça, une vieille fracture du pisiforme, mal consolidée. La douleur doit être atroce à chaque mouvement brusque. Sa voix, bien que chuchotée, résonna comme un coup de tonnerre. Tempête, sentant la main d'Élodie, avait baissé la tête, un soupir profond s'échappant de ses naseaux, se laissant examiner avec une docilité inouïe. Le soulagement épais et palpable se répandit dans l'air, dénouant les tensions des corps et des esprits, un véritable miracle visuel qui laissait tous les témoins sans voix, leurs regards fixés sur la jeune fille et le cheval enfin apaisé. Les semaines qui suivirent virent le haras des crinières d'or se transformer, non pas sous l'effet d'une magie, mais grâce à la persévérance silencieuse d'Élodie et aux soins experts de Camille. Tempête, désormais libérée de sa douleur constante et du fardeau de l'incompréhension, retrouvait peu à peu sa véritable nature. Les hennissements de terreur avaient cédé la place à des appels plus doux,
les ruades violentes à des foulées souples dans le paddock. L'odeur de l'iode médicinal se mêlait désormais à celle du foin frais et du liniment apaisant, créant une atmosphère de guérison et de renouveau. Les palefreniers, d'abord méfiants, s'approchaient avec plus de confiance, offrant des carottes et des caresses mesurées. Le haras, qui avait frôlé la catastrophe, respirait enfin, son pouls retrouvant un rythme régulier et serein, chaque jour ramenant un peu plus de normalité et de quiétude dans les écuries ancestrales, une paix retrouvée après une tempête inattendue. Le soulagement fut immense, inondant chaque recoin du haras comme une vague chaude après une longue gelée. Les visages burinés des anciens, comme celui de M. Dubois, s'éclairèrent d'une émotion profonde, leurs yeux humides fixant Élodie avec une admiration respectueuse et une gratitude muette. Les palefreniers, jadis sceptiques, s'approchèrent d'elle avec un respect nouveau, leurs gestes maladroits en langue des signes française témoignant de leur désir de communiquer et de leur reconnaissance. Des murmures de miracles et de dons divins circulaient discrètement, mais tous savaient que c'était le fruit de la patience, de l'observation et d'une intuition hors du commun. Des larmes de joie furent essuyées discrètement, des poignées de main échangées avec une ferveur inattendue. L'atmosphère si lourde de désespoir quelques jours auparavant était désormais imprégnée d'une légèreté et d'une joie collective, un sentiment d'unité forgé dans l'épreuve et le triomphe inattendu, une célébration silencieuse de la vie et de la compréhension. Élodie, au centre de cette nouvelle attention, resta fidèle à elle-même, discrète, ancrée, son regard bleu profond balayant la scène avec une acuité tranquille. Elle ne cherchait pas les applaudissements, mais elle acceptait les regards de respect, les sourires silencieux. Elle passait désormais de longues heures auprès de Tempête, non plus pour déchiffrer sa douleur, mais pour renforcer le lien de confiance, le toucher doux de ses doigts sur son pelage soyeux, le souffle chaud du cheval sur sa joue. Les enfants du village voisin, ayant entendu parler de l'histoire, venaient parfois la voir, émerveillés par cette jeune fille qui parlait aux chevaux sans un mot. Élodie, avec patience, leur montrait comment sentir les vibrations du sol, comment lire les mouvements des oreilles, partageant son monde silencieux et ses secrets avec une générosité désarmante. Elle était devenue la voix des sans-voix, une figure emblématique de compassion et de compréhension. Antoine, lui, se tenait à l'écart, son visage autrefois arrogant désormais marqué par une humiliation silencieuse. Les ricanements avaient disparu, remplacés par une mâchoire serrée et un regard fuyant. Il avait vu de ses propres yeux le miracle opéré par cette jeune fille qu'il avait tant méprisée. La froide logique économique s'était heurtée à une vérité plus grande, une intuition que ses calculs n'avaient pu appréhender. Il ne s'excusa pas, son orgueil trop grand pour cela, mais ses gestes envers Élodie devinrent respectueux, presque timides. Il la saluait d'un hochement de tête, évitant son regard, mais la tension de ses épaules trahissait une défaite cuisant, une leçon inattendue apprise dans le silence assourdissant de son propre jugement erroné. Son autorité en avait pris un coup, et le respect qu'il inspirait jadis par la force était désormais teinté d'une nouvelle forme d'admiration forcée, une reconnaissance tacite de son erreur. Le haras des Crinières d'Or, sauvé de la ruine, ne fut plus jamais le même. Il devint un modèle de pratiques équestres plus respectueuses, valorisant l'écoute et l'empathie envers les animaux, inspiré par l'approche unique d'Élodie. Des stages de communication non verbale avec les chevaux furent organisés, attirant des cavaliers de toute la France, désireux d'apprendre de la chuchoteuse de chevaux du haras. Élodie, avec M. Dubois et Camille à ses côtés, devint une figure respectée, son histoire se répandant bien au-delà des pâturages normands. Son silence, autrefois aperçu comme une faiblesse, était désormais sa plus grande force, une source d'inspiration pour tous. Le haras, vibrant d'une nouvelle énergie, s'ouvrait à l'inclusion, prouvant que les talents les plus précieux peuvent se cacher là où on s'y attend le moins, et que la véritable sagesse réside dans la capacité à écouter ce que le cœur seul peut entendre, une leçon intemporelle gravée dans la terre même de Normandie. Le haras des Crinières d'Or, baigné par un soleil de fin d'après-midi, était le théâtre d'une scène de chaos grandissant. Au centre du paddock principal, Tempête, un pur sang d'une puissance redoutable, ruait et hennissait frénétiquement, sa crinière noire fouettant l'air comme un fouet. Un cavalier, projeté de sa selle avec une violence inouïe, gisait au sol, une main crispée sur sa cheville tordue, ses gémissements étouffés par la terreur ambiante.
La poussière s'élevait en nuages épais à chaque impact des sabots furieux, créant un voile doré et menaçant qui enveloppait la bête ingérable. L'air vibrait d'une tension palpable, des murmures angoissés s'échangeant parmi les palefreniers et les cavaliers rassemblés, leurs visages marqués par la peur et la résignation devant cette fureur incontrôlable. L'éclat doré du soleil normand caressait les vastes pâturages verts qui s'étendaient à perte de vue autour du haras des Crinières d'Or, un domaine ancestral aux murs de pierre anciens et aux toits d'ardoise moussus. L'odeur réconfortante du foin fraîchement coupé et du cuir tanné, mélangé à la terre sèche du manège, imprégnait l'air, témoignage d'une tradition équestre séculaire et profondément enracinée dans la région. Pourtant, cette sérénité bucolique était brutalement brisée par le tumulte venant du paddock, où les cris stridents de tempête résonnaient, perturbant la quiétude. Au loin, les échos joyeux d'une fête de village avec sa musique entraînante et les rires cristallins des enfants parvenaient faiblement, offrant un contraste saisissant et presque cruel avec la gravité de la situation qui se jouait ici. À l'écart de la foule anxieuse, Élodie, une jeune femme de 17 ans à la silhouette menue et au regard intensément observateur, captait la scène avec une acuité déconcertante. Ses yeux d'un bleu profond ne manquaient aucun détail des mouvements frénétiques de tempête, des tremblements subtils du sol qu'elle percevait à travers ses pieds nus sur la terre battue. Née sourde, le monde d'Élodie était un concert ininterrompu de vibrations et de signaux visuels. Chaque frémissement de l'air, chaque contraction musculaire des animaux, chaque expression faciale des humains devenait une information cruciale. Elle ne pouvait entendre les hennissements terrifiés, ni les exclamations de peur, mais elle sentait la panique s'infiltrer dans le sol sous ses pieds, une résonance sourde qui lui parlait du désarroi du cheval, bien plus que les bruits n'auraient pu le faire. La réputation du haras des Crinières d'Or, fleuron de l'élevage équin normand, était gravement en jeu. Chaque incident impliquant tempête érodait un peu plus la confiance des clients et menaçait la subsistance de tous ceux qui vivaient de cette passion ancestrale. Antoine, le fils du propriétaire, un homme aux traits durs et à l'impatience palpable, arpentait le bord du paddock, son visage trahissant une frustration grandissante teintée d'une colère froide. Il était l'instigateur principal de la décision qui planait comme une épée de Damoclès au-dessus de l'étalon, l'euthanasie du pur sang. Pour lui, Tempête n'était plus qu'une machine défectueuse, un danger coûteux qui devait être éliminé avant qu'il ne cause plus de dégâts irréparables à l'entreprise familiale. Tandis que les experts du haras, des cavaliers chevronnés aux vétérinaires expérimentés, ne voyaient en Tempête qu'un animal devenu fou, une bête irrécupérable guidée par la pure agressivité et dénuée de raison, les perceptions d'Élodie étaient radicalement différentes. Pour elle, le chaos du cheval était une danse complexe de peurs non exprimées, de douleurs silencieuses qu'elle seule semblait pouvoir déchiffrer. Elle observait les pupilles dilatées de l'étalon non comme un signe de folie incontrôlable, mais comme un miroir de terreur profonde. Les tremblements de ses flancs, la tension de ses muscles n'étaient pas des menaces, mais des suppliques désespérées. Sa surdité, loin d'être un obstacle, était devenue une porte ouverte sur un monde de communication non verbale, lui permettant de déchiffrer les angoisses profondes du cheval à un niveau que personne d'autre ne pouvait atteindre, une compréhension intuitive au-delà des mots. L'urgence était devenue palpable, lourde comme le silence qui suivait chaque nouvelle crise de tempête. Monsieur Dubois, l'ancien maître d'écurie, le visage buriné par le soleil et empreint d'une tristesse infinie, s'approcha d'Antoine, ses mots chuchotés porteurs d'une gravité écrasante. Élodie, malgré la distance, capta les vibrations de leurs pas sur la terre et en lisant sur les lèvres d'Antoine, avec une concentration intense, elle devina le mot fatidique qui allait sceller le destin du cheval. Demain, la décision était prise. Le destin de Tempête était irrémédiablement scellé. Un frisson parcourut Élodie, non de peur, mais d'une détermination ardente et silencieuse. Elle sentait dans chaque fibre de son être que le cheval n'était pas perdu, qu'il y avait une autre voie, une solution que personne d'autre n'avait vue. Chaque aube au haras des Crinières d'Or débutait pour Élodie par un rituel immuable, une symphonie silencieuse orchestrée par les premières lueurs du jour. Bien avant que le soleil ne dore les toits d'ardoise, ses pieds nus foulaient déjà la terre humide des allées, captant les infimes vibrations du sol qui lui parlaient du réveil de l'écurie, le pas lourd d'un palefrenier, le frisson d'un cheval qui s'ébrouait, la course légère d'un chat. Sa surdité, loin d'être un vide, était une porte ouverte sur un monde de sensations tactiles et visuelles d'une richesse inouïe.
Elle se dirigeait toujours vers le même box, celui de lumière, une vieille jument aux yeux doux, sa seule véritable amie, avec qui elle partageait des moments de complicité silencieuse, se fiant à la chaleur de son flanc et au rythme régulier de sa respiration pour se sentir ancrée dans un monde parfois bruyant et incompréhensible pour les autres. Une vieille couverture en laine épaisse, héritage de sa grand-mère, et imprégnée de l'odeur réconfortante du foin et de l'animal, était son refuge, un cocon sensoriel où elle pouvait se retirer et observer le monde sans être submergée. La communication pour Élodie était une danse complexe, un ballet incessant de regards, de mouvements et de touchés. Ses mains agiles et expressives racontèrent des histoires en langue des signes française, LSF, tandis que ses yeux bleus d'une acuité redoutable scrutaient les lèvres de ses interlocuteurs, déchiffrant chaque mot avec une concentration intense. Elle avait appris très tôt à anticiper les pensées et les émotions des gens, non pas par le son de leur voix, mais par les micro-expressions de leur visage, la tension de leurs épaules, l'inclinaison de leur tête. Cette capacité à lire les autres s'étendait bien au-delà des humains. Elle lisait les chevaux avec une intuition déconcertante, percevant la peur dans le tremblement d'une narine, la joie dans le frémissement d'une oreille. Pour elle, le monde était une partition visuelle et vibratoire. Chaque être, chaque objet, chaque souffle émettant une information qu'elle seule semblait décoder avec une telle profondeur, transformant l'absence de son en une super capacité sensorielle, une fenêtre unique sur l'âme des choses. Élodie rêvait d'un monde où la communication n'avait pas besoin de mots, où la connexion se faisait par le cœur et l'âme, une utopie qu'elle vivait quotidiennement avec les chevaux. Sa plus grande motivation était de prouver que la compréhension ne résidait pas dans la capacité d'entendre, mais dans celle de ressentir, de percevoir l'invisible et d'écouter le silence. Elle aspirait à être la voix de ceux qui n'en avaient pas, à déchiffrer les angoisses des animaux et à leur offrir un réconfort que les humains ne pouvaient souvent pas apporter. Son monde n'était pas un monde de privation, mais un univers d'une richesse sensorielle inouïe, où le frôlement d'une feuille, la chaleur du soleil sur sa peau, ou la vibration d'un sabot sur la terre lui apportaient une plénitude que beaucoup ne connaissaient pas. Elle croyait fermement que chaque être, quel que soit son handicap apparent, possédait une force unique, un don caché, et que son rôle était de révéler cette vérité, surtout lorsqu'il s'agissait de créatures aussi majestueuses et incomprises que les chevaux. Sa perception unique du monde était une bénédiction et parfois un fardeau. Là où d'autres entendaient un hennissement furieux, Élodie ressentait la vibration du désespoir dans le sol, une pulsation désordonnée qui lui parlait d'une peur panique, non d'une simple agressivité. Elle captait les minuscules changements dans la posture d'un cheval, la dilatation quasi imperceptible de ses pupilles, le muscle qui se tendait sous le pelage, autant de signaux muets qui composaient un langage complexe et éloquent. Cette acuité visuelle et tactile lui permettait de tisser des liens d'une profondeur inattendue avec les animaux, une connexion quasi mystique que les cavaliers expérimentés et les vétérinaires n'arrivaient pas à saisir. Pour eux, son silence était un signe d'absence, une barrière, alors que pour Élodie, c'était la clé d'une compréhension plus profonde, un canal direct vers l'âme des êtres vivants, une source intarissable d'informations qui dépassait le simple son et la parole. Malgré son don, la surdité d'Élodie l'avait souvent placée en marge, une silhouette silencieuse et discrète que beaucoup d'adultes du Haras, y compris Antoine, tendaient à sous-estimer, voire à ignorer. Ils voyaient une jeune fille fragile, incapable de participer pleinement à la vie normale du Haras, aveugles à la force tranquille qui l'habitait. Mais cette solitude forcée avait aiguisé sa résilience et sa détermination. Elle avait appris à ne compter que sur ses propres sens et son intuition, à croire en ses perceptions, même quand elle contredisait l'avis de tous les experts. Son apparence menue cachait une volonté de faire, une conviction inébranlable que les solutions ne se trouvaient pas toujours dans le bruit et la force, mais souvent dans le silence, l'observation patiente et la capacité à écouter ce que les autres ne pouvaient pas entendre. C'était cette force intérieure, forgée dans le calme de son monde, qui la poussait à agir, à ne jamais abandonner, surtout quand une vie était en jeu. La crise de tempête résonnait en elle avec une intensité particulière, non pas comme un bruit assourdissant, mais comme une vibration d'angoisse qui traversait la terre jusqu'à ses pieds. Élodie avait observé l'étalon avec une attention que personne d'autre ne possédait, non pas en se fiant au bruit de ses ruades, mais aux micro-mouvements de son corps, aux battements frénétiques de son cœur qu'elle sentait à travers le sol.
Elle percevait en Tempête une douleur profonde, une peur panique qui n'avait rien à voir avec la folie que lui attribuaient les autres. Ce n'était pas une bête incontrôlable, mais un être terrifié et incompris. Son talent unique, cette capacité à déchiffrer le langage non-verbal des chevaux, était la seule clé pour percer le mystère de Tempête. Elle savait, au plus profond de son être, que si elle était seulement écoutée, elle pourrait révéler la vérité et sauver le cheval d'un destin funeste. Une mission silencieuse et ardente qui allait bientôt la pousser à défier toutes les attentes. Monsieur Dubois, l'ancien maître d'écurie, un homme dont le visage portait les marques profondes du soleil normand et les rides de décennies passées au contact des chevaux, incarnait la mémoire vivante du haras des Crinières d'Or. Il avait vu Élodie grandir, la petite fille silencieuse qui communiquait avec les animaux d'une manière que personne d'autre ne comprenait, bien avant que sa surdité ne soit formellement diagnostiquée. Ses yeux bleus délavés, empreints d'une sagesse tranquille, avaient toujours reconnu en elle une connexion quasi mystique avec le monde équin, un don précieux et rare. Il était son pilier, le seul à écouter avec une patience infinie ses lectures, silencieuses des chevaux, la soutenant discrètement face à l'incompréhension générale. Pour lui, la vraie expertise n'était pas toujours dans le bruit des mots ou les diplômes, mais dans l'écoute du cœur et l'intuition profonde, des qualités qu'Élodie possédait à l'excès. En contraste saisissant, Antoine, le fils du propriétaire, arpentait les allées du haras avec l'assurance brutale d'un homme pressé, ses bottes claquant sur le sol durci. Jeune, ambitieux et héritier désigné, il voyait le haras comme une entreprise moderne, un investissement à optimiser, où la tradition devait céder le pas à la rentabilité. Pour lui, Tempête n'était qu'un problème coûteux, une source de mauvaise publicité et de danger, et la décision de l'euthanasier une simple question de logique économique. Il tolérait à peine la présence d'Élodie, la considérant comme une enfant fragile et inutile, sa surdité un handicap l'excluant de toute contribution significative. Son regard, souvent teinté d'impatience, ne s'attardait jamais sur elle, la reléguant au rang des invisibles, trop préoccupé par les chiffres et la réputation pour percevoir la force tranquille qui l'habitait. Ce matin-là, alors qu'Élodie observait Tempête depuis la clôture du paddock, sentant les vibrations de sa détresse à travers la terre, Antoine s'approcha de M. Dubois, un dossier à la main. « Dubois, il faut en finir avec ce cheval. Il a encore blessé un palefrenier ce matin. La décision est prise, c'est demain. Inutile de s'obstiner, déclara-t-il d'une voix sèche, sans même un regard pour Élodie. Dubois tenta de défendre une dernière fois l'idée d'une approche différente, évoquant la sensibilité particulière d'Élodie. Antoine leva les yeux au ciel, un sourire dédaigneux aux lèvres. « Élodie, la petite muette qui parle aux chevaux imaginaires? Dubois, soyez sérieux. Nous avons besoin de vraies solutions, pas de contes de fées. Demain, c'est l'heure. Point final. » Élodie, lisant sur les lèvres d'Antoine, sentit la froideur de ces mots lui transpercer le cœur, mais sa détermination n'en fut que renforcée. C'est à ce moment que Camille, la jeune vétérinaire arrivée quelques mois plus tôt au haras, s'approcha, son stéthoscope encore autour du cou. Fraîchement diplômée, elle apportait un souffle nouveau, une curiosité scientifique mêlée d'une empathie sincère pour les animaux. Contrairement aux vétérinaires plus âgés et résignés, elle cherchait toujours la cause profonde des maux, au-delà des symptômes évidents. Elle avait observé Élodie à plusieurs reprises, intriguée par la manière dont la jeune fille, malgré sa surdité, semblait comprendre les chevaux avec une acuité déconcertante. Ses yeux vifs ne manquaient aucun détail, et Camille, elle-même très observatrice, avait remarqué la finesse de ses perceptions, le calme qu'Élodie dégageait, même face à l'animal le plus agité. Camille s'arrêta à quelques pas d'Élodie, son regard balayant le paddock avant de se poser sur la jeune fille. Elle n'avait pas entendu la conversation entre Antoine et Dubois, mais l'atmosphère tendue était palpable. Elle avait remarqué comment Élodie, pieds nus, semblait ancrée au sol, ses yeux rivés sur Tempête, comme si elle absorbait chaque vibration de l'animal. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, s'adressant à Élodie avec un respect inattendu. Élodie leva les yeux, surprise qu'on lui parle ainsi, et hocha la tête, un éclair de compréhension passant dans son regard. Camille, bien que n'étant pas experte en LSF, perçut la profondeur de la réponse silencieuse d'Élodie, une confirmation de son intuition. « Je crois que tu vois quelque chose que nous ne voyons pas », ajouta Camille, une lueur d'espoir naissant dans ses propres yeux. Alors que le soleil déclinait davantage, peignant le ciel normand de teintes oranges et pourpres, le poids de la décision finale se fit sentir sur le haras.
Tous les acteurs clés se retrouvèrent près des écuries principales, l'air lourd de silence et d'attente. Antoine, rigide, attendait la confirmation du vétérinaire pour le lendemain. Monsieur Dubois, le visage grave, se tenait un peu à l'écart, son regard posé sur Élodie, qui, malgré son apparente immobilité, tremblait intérieurement. Camille, la main sur le sac de son matériel, hésitait, une question silencieuse dans ses yeux, alors qu'elle cherchait le regard d'Élodie. Le destin de Tempête était sur le point d'être scellé, et dans ce rassemblement silencieux, chacun portait le fardeau de ses propres convictions et de l'imminence de l'acte, la tension entre les différentes visions du monde palpables dans l'air froid du soir. Le lendemain matin, une tension nouvelle pesait sur le haras des Crinières d'Or, plus lourde encore que le brouillard matinal qui s'accrochait aux crêtes des toits. Un autre palefrenier, le jeune Lucas, avait été projeté contre une barrière par Tempête, sa jambe tordue de manière grotesque, un gémissement de douleur s'échappant de ses lèvres pâles. L'incident, le plus grave à ce jour, avait semé la panique parmi le personnel, déjà ébranlé. L'odeur de l'iode et de la sueur froide planait dans l'air, se mêlant au parfum habituel du foin et du crottin. Les murmures angoissés s'échangeaient, des regards chargés de peur fixaient le paddock où Tempête se tenait, immobile mais menaçant, son souffle lourd et régulier. Les propriétaires d'écuries voisins, alertés par la rumeur, commençaient à retirer leurs chevaux, craignant pour leur sécurité et la réputation des Crinières d'Or, menaçant la viabilité économique du haras. L'atmosphère était électrique. Chaque pas, chaque mouvement du cheval étant observé avec une appréhension palpable, le haras semblant retenir son souffle, au bord du précipice. La nouvelle de l'accident se répandit comme une traînée de poudre, jetant une ombre glaciale sur les visages des employés. Monsieur Dubois, le dos voûté, observait Lucas se faire emmener, son propre cœur lourd d'un mélange de tristesse et de résignation. Ses mains ridées serraient le rebord de la barrière, la texture rugueuse du bois sous ses doigts, lui rappelant la dureté de la décision imminente. Il avait tout essayé, toutes les méthodes ancestrales, tous les conseils des plus grands écuyers de Normandie, mais rien n'avait fonctionné. Tempête semblait hermétique à toute tentative de dressage, de réconfort ou même de simple approche. L'air vibrait de l'impuissance collective, le désespoir s'immisçant dans chaque recoin du haras, comme une maladie contagieuse. Les conversations étaient rares et chuchotées, l'odeur persistante de la terre humide se mêlant à celle du chagrin non exprimé, créant une atmosphère de deuil avant l'heure, où la fin inévitable du cheval était acceptée comme la seule issue possible. Antoine, le visage crispé par la colère et l'impatience, fit irruption dans le bureau du haras, claquant la porte derrière lui avec une violence inouïe. « C'est intenable !» s'écria-t-il, s'adressant à Monsieur Dubois d'une voix sèche et sans appel. « Encore un blessé. Combien faudra-t-il de victimes avant que vous compreniez ? Demain n'est plus une option, c'est ce soir. Ce cheval est un danger public, une ruine pour notre réputation et nos finances. » Il balaya du regard la petite silhouette d'Élodie, discrètement présente au fond de la pièce, absorbant les vibrations du sol et lisant sur les lèvres d'Antoine avec une intensité silencieuse. « Et ne me parlez pas de vos histoires de chuchoteuses, » ajouta-t-il avec un ricanement méprisant. « On a besoin de solutions concrètes, pas de superstitions. Tous les experts sont unanimes. Il n'y a rien à faire. C'est fini. » La froideur de ces mots résonna dans la pièce. Une sentence irrévocable qui scellait le destin de Tempête avec une brutalité implacable, laissant peu de place à l'espoir. Élodie, immobile, sentait chaque mot d'Antoine comme une vibration glaciale, un coup de marteau sur son cœur. Ses yeux bleus, d'une acuité déchirante, captaient la tension dans les muscles de son cou, la contraction de ses mâchoires, le mépris dans ses yeux. Elle ne pouvait pas entendre le ton de sa voix, mais elle lisait la violence de son intention, une brutalité qui la révoltait. Pour elle, la détresse de Tempête n'était pas de la folie, mais un cri silencieux, un écho de sa propre incompréhension face à un monde qui refusait de l'écouter. La vibration du sol lui parlait de la panique du cheval, de sa douleur profonde, et non de sa cruauté. Loin d'être découragée par les moqueries d'Antoine, une détermination farouche s'ancrait en elle, une flamme silencieuse et ardente. Elle savait, avec une certitude absolue, qu'elle seule pouvait percer le mystère de Tempête, que son don n'était pas une superstition, mais la seule clé pour déverrouiller la vérité et sauver une vie innocente, une mission qui lui semblait plus urgente que jamais. Camille, la jeune vétérinaire, observait la scène depuis l'encadrement de la porte, le poids de son stéthoscope sur son épaule lui semblant soudain insupportable.
Elle avait assisté à la tirade d'Antoine, ses paroles cinglantes résonnant dans le silence qui suivait. Ses yeux se posèrent sur Élodie, le corps frêle mais le regard d'une intensité telle qu'il semblait percer les murs. Camille, d'habitude si confiante dans la science et la logique, sentait son propre raisonnement vaciller. Les diagnostics unanimes des experts, ses propres tentatives infructueuses pour calmer Tempête, tout cela lui semblait insuffisant face à la détresse persistante du cheval. Elle avait vu Élodie avec les autres animaux, le calme qu'elle dégageait, la manière dont les chevaux semblaient s'apaiser à son contact, une connexion qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Un doute s'insinuait en elle. Et si Élodie voyait réellement quelque chose qu'eux, avec toute leur expertise conventionnelle, étaient incapables de percevoir? La limite de la science se heurtait à l'intuition. Une nouvelle voie s'ouvrait, incertaine, mais irrésistible. Le soleil s'inclinait dangereusement vers l'horizon, peignant le ciel de teintes pourpres et or, mais le spectacle crépusculaire n'apportait aucun apaisement. Un dernier vétérinaire, un homme réputé pour sa poigne et sa connaissance des purs sangs, tenta une approche finale avec Tempête, armé d'une seringue de tranquillisant. L'étalon, sentant la menace, hennit furieusement, ruant avec une puissance dévastatrice, ses sabots soulevant des nuages de poussière dorée. L'homme recula, le visage blême, son geste suspendu, reconnaissant sa défaite. « Il est irrécupérable, Antoine », déclara-t-il d'une voix lasse, son regard croisant celui du fils du propriétaire qui hocha la tête, la mâchoire serrée. La date limite était passée, la coupe était pleine. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri, l'écho d'une fatalité acceptée. Mais alors que tous se détournaient, vaincus, les yeux d'Élodie restèrent rivés sur Tempête, une étincelle de défi brûlant dans ses pupilles. Comment cette jeune fille, ignorée de tous, parviendrait-elle à changer le cours des choses, alors que toute l'expérience du haras avait échoué? Le sort du cheval était-il vraiment scellé? L'aube du jour suivant apporta avec elle une nouvelle tentative, désespérée et méthodique, orchestrée par Antoine. Un comportementaliste équin réputé, venu de Saumur, fut dépêché, ses outils spécialisés sortis de sa mallette avec une précision quasi chirurgicale. L'homme aux mains expertes s'approcha de Tempête avec une longe sophistiquée et un filet de contention, ses mouvements lents et calculés, imprégnés d'une confiance apparente. Il tenta d'établir un contact, murmurant des paroles apaisantes que seul son assistant pouvait entendre, pendant qu'Élodie, postée à bonne distance, les observait attentivement. Elle sentait la tension monter dans le sol sous ses pieds nus, une vibration irrégulière qui lui parlait de l'anxiété croissante du cheval, bien avant que la bête ne réagisse. Les gestes du comportementaliste étaient sûrs, mais les pupilles de Tempête restaient dilatées, ses naseaux frémissaient, et ses muscles se tendaient imperceptiblement. Soudain, sans un cri, mais avec une force primale, Tempête se cabra, brisant la longe d'un coup sec, ses sabots antérieurs labourant l'air avec une violence terrifiante. Le comportementaliste fut projeté en arrière, tombant lourdement sur la terre battue, son souffle coupé, le visage blême et marqué par la poussière. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par les halètements effrayés des palefreniers et le martèlement des sabots du pur sang qui s'éloignaient en trombe vers le fond du paddock, les yeux injectés de sang. La frustration collective était palpable, lourde comme le plomb se lisant sur chaque visage. Monsieur Dubois secoua la tête, ses rides se creusant davantage, tandis qu'Antoine, les poings serrés, fulminait en silence, sa déception transformée en une rage froide, confirmant l'inutilité de toutes leurs tentatives. Élodie, les yeux de plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le jour où Élodie avait révélé le secret de Tempête, transformant le haras des crinières d'or. Désormais, chaque aube la trouvait au cœur des écuries, non plus comme une silhouette discrète, mais comme le pilier silencieux d'une nouvelle ère. Tempête, complètement rétablie, était devenue son ombre, un colosse noir dont la présence apaisée témoignait de leur lien unique. Élodie le touchait, sentait les vibrations douces de son souffle régulier et les frémissements de son pelage soyeux, une communication qui dépassait de loin les mots. L'odeur du foin frais et du cuir propre imprégnait l'air, non plus mêlée à la tension, mais à une sérénité profonde. Le haras prospérait, attirant des visiteurs curieux de cette méthode révolutionnaire, et Élodie, avec ses pieds nus toujours ancrés à la terre, était le cœur battant de cette transformation, une écuyère dont la force résidait dans son silence et sa capacité à ressentir l'invisible. Le haras des crinières d'or était devenu un phare, une école où la compassion et l'écoute remplaçaient la force brute.
Des stages de communication équestre sensorielle étaient organisés, attirant des cavaliers et des comportementalistes de toute la France, désireux d'apprendre des méthodes d'Élodie. Les barrières invisibles qui séparèrent jadis les mondes s'effaçaient. D'autres jeunes, aux sensibilités différentes, venaient désormais au haras, trouvant un espace où leur perception unique était valorisée, non plus considérée comme des handicaps. Élodie, avec patience et une sagesse surprenante pour son âge, leur montrait comment sentir les vibrations du sol, comment lire les micro-expressions des chevaux, leur enseignant que la vraie compréhension ne venait pas du bruit des mots, mais de la profondeur du ressenti. Le haras, autrefois menacé, s'épanouissait dans cette nouvelle philosophie d'inclusion, prouvant que la diversité des sens et des approches était une richesse inestimable. Monsieur Dubois, le visage désormais éclairé par une fierté profonde, observait Élodie avec une tendresse infinie. Il était son plus fervent soutien, le gardien de cette sagesse ancestrale qu'Élodie avait su réinventer. À ses côtés, Camille, la jeune vétérinaire, poursuivait ses recherches, fascinée par la symbiose entre l'intuition d'Élodie et la science. Ensemble, ils documentèrent les progrès de Tempête et les effets de l'approche sensorielle, prouvant, chiffres et observations à l'appui, que la compassion et la compréhension non verbale étaient des outils d'une efficacité redoutable. Leur discussion silencieuse avec Élodie, ponctuée de gestes lents et de regards profonds, construisait un pont entre l'expérience empirique et la connaissance scientifique, créant un modèle unique de bien-être équin qui rayonnait bien au-delà des frontières normandes, inspirant une nouvelle génération de professionnels à regarder au-delà des apparences. Antoine, quant à lui, restait une figure complexe. Son arrogance passée s'était estompée, laissant place à une réserve prudente. Il ne s'excusait jamais formellement, mais ses actions parlèrent d'elles-mêmes. Il avait investi dans des équipements adaptés, soutenu les programmes d'inclusion et, surtout, il écoutait. Il observait Élodie avec un respect nouveau, teinté d'une gêne palpable pour son jugement hâtif. La réputation du haras n'était plus seulement sauvée, elle était florissante, attirant une clientèle internationale consciente de cette approche éthique unique. Antoine avait dû reconnaître que la folie d'Élodie, sa capacité à parler aux chevaux sans un mot, était devenue la pierre angulaire de leur succès. Le haras, jadis une simple entreprise, était désormais un symbole de résilience et d'innovation, grâce à une jeune fille qu'il avait failli jeter aux oubliettes. Au crépuscule, Élodie se retrouvait souvent seule avec Tempête dans le paddock, le soleil couchant peignant le ciel de nuances dorées. Elle posait sa main sur le flanc chaud du pur sang, sentant le rythme régulier de son cœur, une pulsation apaisée qui résonnait avec la sienne. C'était dans ces moments de pure connexion que le message de son histoire prenait tout son sens. La force ne résidait pas dans le bruit, mais dans le silence. La compréhension ne naissait pas des mots, mais du cœur. Sa surdité, loin d'être une limitation, avait été la clé, lui ouvrant un monde de perception que d'autres ignoraient. Elle avait prouvé que chaque être, avec ses particularités, portait en lui une sagesse unique, une capacité à transformer les obstacles en ponts, à révéler la beauté cachée du monde. Le vent doux de Normandie caressait les crinières, portant avec lui l'écho d'une nouvelle harmonie. Le haras des crinières d'or vibrant de vie et de respect était devenu le testament silencieux d'Élodie, une jeune femme qui, sans un son, avait enseigné au monde entier la puissance de l'écoute. Sa silhouette menue, les pieds nus sur la terre, se fondait dans l'horizon, un symbole intemporel de la capacité humaine à transcender les limites, à percevoir au-delà du visible et à aimer au-delà du compréhensible. Dans le silence de l'aube, ou sous le manteau étoilé de la nuit, le haras des crinières d'or résonnerait à jamais du murmure de son cœur, une mélodie sans parole, mais d'une infinie sagesse.